Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve sur cette vidéo pour vous parler du jeu Nova Aetas. Nova Aetas, qui est un jeu qui a été produit par LMS, Ludus Magnus Studio, un studio italien. Il a été en campagne de financement participatif il y a un bon moment de ça, je crois qu'il y a 3 ans de ça déjà. Il vient d'arriver il y a quelques semaines chez les backers français. Français, je dis bien, parce que le jeu en anglais a déjà été livré il y a un petit moment. Là a été livré la boîte de base et les stretch goals. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à la base. Les stretch goals, on aura ajouté jusqu'à 6 joueurs, si je ne m'abuse. Donc qu'est-ce que c'est comme jeu? Bien, ce jeu, c'est un jeu dungeon crawler à la base, hein, toujours pareil, on va se déplacer sur des maps et puis on va essayer d'accomplir des missions. On ne sait pas exactement où ça va nous mener car c'est un jeu qui est narratif. Les narrations sont contenues dans des enveloppes que nous ouvrons au fur et à mesure de notre avancée dans la campagne que nous propose ce jeu. Il y a plusieurs embranchements qui peuvent être pris. Parfois, on ne fera pas toutes les enveloppes parce que nos choix ou nos résultats dans les missions successives, ils nous auront amené à sauter des étapes ou pas. Voilà, c'est donc assez intéressant éventuellement du point de vue de la rejouabilité, bien que, attention, c'est un jeu que je n'ai pas voulu trop approfondir, notamment au niveau des missions, hein, du contenu de la campagne, parce que voilà, c'est une découverte pour moi. Le gameplay, lui, j'ai pu le tester plusieurs fois et je le trouve, ma foi, assez plaisant, on va dire. Donc, ce studio-là, c'est un studio qui, premier point fort que j'aime bien chez eux, c'est notamment au niveau des figurines. Encore une fois, vous le savez, je ne suis pas un cador en figurines, je ne peins même pas. Par contre, j'aime bien la beauté des choses. Et pour moi, ces figurines-là sont assez bien finies, comme d'habitude chez LMS. Hein, j'avais déjà présenté un jeu de chez eux sur la chaîne qui est Dungeonology, et on retrouvait aussi des figurines, pour moi, encore une fois, très très bien finies. Alors bon, voilà. Ensuite, deuxième point fort que j'aime bien chez eux, c'est leur direction artistique. Voilà, toujours bien léché, j'aime bien. Les dessins sur les tuiles, cette fois-ci, sont assez simples. Par contre, ils ont prévu des bâtiments en carton qu'on doit assembler, sur lesquels on va pouvoir se déplacer, ce qui est assez bon dans l'idée. On va même pouvoir pénétrer dans ces bâtiments, vous allez voir. Donc ça aussi, c'est un deuxième point fort. Le point qui éventuellement aurait pu être négatif, c'est-à-dire qui aurait pu me faire hésiter à baquer, c'est que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de retard sur leur jeu, bien qu'en ce moment ils soient en train de mettre les bouchées doubles et que des jeux arrivent, notamment voilà, les stretch goals de Dungeonology qui sont arrivés, si je m'abuse, fin d'année dernière, celui-ci qui arrive maintenant. Après, je n'ai pas suivi exactement tous les jeux qu'ils ont fait, mais bon, Black Rose Wars aussi, hein, qui a été livré, donc dans son intégralité. Donc ça, c'est Renaissance, hein, Black Rose Wars Renaissance, excusez-moi, hein, donc qui a été livré il y a quelques temps aussi, qui est arrivé. Donc ça commence à se rétablir un peu. Là, ils ont lancé un financement participatif d'un jeu sur GameFound, je crois, qui s'appelle Blood. Donc c'est un boss battler, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse le soin de découvrir ce que c'est. Voilà, donc Voilà pour LMS en gros, hein, ce que je pouvais en dire. Alors ce jeu, bon, on a dit que c'était un dungeon crawl. Alors on va avoir la capacité, la possibilité dans ce jeu de démarrer avec des héros. Hein, voilà, donc on va avoir plusieurs choix. Dans la boîte de base, il y en a 4. Dans les stretch goals, si je ne m'abuse, il y en a 4. Puis il y avait un bonus de campagne qui ramenait un héros, le Mediceo, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc on va démarrer avec des héros qu'on va choisir en fonction déjà de leurs caractéristiques propres et ensuite en fonction de leur évolution possible. Voilà, ça c'est pas mal pensé. Il y a 2 branches d'évolution pour chaque héros. Et puis en fonction de la branche qu'on aura choisi pour le faire évoluer, on va pouvoir débloquer certaines compétences. Donc ça c'est un bon point fort. Ensuite, on va se lancer avec ces héros dans une campagne. Cette campagne va comporter, comme je vous l'ai dit, plusieurs missions avec embranchement. Lors d'une mission, il va y avoir plusieurs étapes de jeu. La première étape, à part lors de la première partie,
eh bien ce sera une étape de voyage où là, nos héros vont se déplacer de la ville sur laquelle ils ont terminé leur phase de repos, c'est-à-dire la fin de mission, eh bien ils vont se déplacer de cette ville-là ou de ce village-là pour aller vers une autre ville ou un autre village où va se situer la prochaine mission. Ce qui est intéressant au niveau des missions, c'est qu'il y a les missions de la campagne et puis il y a des missions annexes qui peuvent être justement, et des chasses, qui peuvent être justement trouvées pendant ce voyage. On peut faire des rencontres et éventuellement trouver des missions annexes. Ces missions annexes, on peut décider de les appliquer maintenant ou pas, ou plus tard. Voilà, donc ça c'est un truc de pas mal, ça permet de varier les plaisirs. Alors je n'ai pas encore fait de mission annexe ni de chasse, hein, reste à moi de découvrir un peu si c'est intéressant ou pas, si c'est aussi intéressant que la campagne de base, mais on peut mettre à ce crédit-là, à leur crédit, d'avoir essayé de varier un peu les plaisirs du jeu. Donc pendant cette phase de voyage, on va faire ceci, hein, ces rencontres éventuelles. Ensuite, on va arriver au début de la mission, on va effectuer notre mission. Voilà. À la fin de la mission, si la mission elle-même ne nous indique pas le contraire, eh bien on va pouvoir effectuer une phase de repos. Donc ça c'est assez intéressant, c'est à ce moment-là que nos héros vont pouvoir dépenser leur XP pour évoluer ou acheter des compétences éventuellement. On va pouvoir aller dans la ville ou dans le village chez plusieurs commerçants ou artisans pour pouvoir faire plusieurs choses. Il y a une église, il y a plein de choses. Je vais vous montrer ça. Mais en gros, voilà la phase de repos. On va pouvoir faire ça. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir enchaîner sur la nouvelle mission. Alors, une chasse, une mission annexe ou continuer la mission qui suit dans la campagne. Alors, maintenant, on va regarder un peu ce qui compose le jeu. Donc, en premier, on va commencer par les héros. Donc, on joue à ce jeu avec 4 héros. Voilà. 4 héros, peu importe le nombre de joueurs. Il existe un moyen de pallier à ceci, c'est-à-dire que, par exemple, si moi je joue en solo, je suis quand même obligé de jouer 4 héros, hein, il n'y a pas de problème, mais je peux choisir de jouer effectivement, c'est-à-dire réellement un héros, et ensuite j'ai l'opportunité de choisir des compagnons. Voilà. Pour arriver à faire 4. Les compagnons, qu'est-ce que c'est? C'est des héros, mais avec une carte qui leur est dédiée, c'est-à-dire une carte compagnon. Alors, j'essaye de farfouiner pour vous la chercher. Je vais trouver, par exemple, tiens, ici, vous voyez, ce sont des cartes comme ceci. Voilà, hop, tiens, on va prendre celle de Sophia, puisque je vous présente en tant qu'héroïne Sophia ici. Donc voilà, c'est des cartes qui présentent ce dos-là, hein, avec le compagnon Sophia. Alors bien sûr, pour prendre le compagnon Sophia, il ne faut pas la jouer en tant que héros. Hein. Bon. Et ensuite, eh bien, on va retrouver une carte simplifiée. Donc voilà, le compagnon Sophia aura ses propres caractéristiques, ses compétences qu'on va pouvoir acheter. Hein, ça c'est lors de la phase de repos, son attaque ici, et puis ses objets qu'elle transporte, hein, voilà, un capuchon en armure qui lui donne tel ou tel avantage. Voilà, ça simplifie, plutôt que d'avoir un plateau comme ça à gérer, eh bien on n'a qu'une carte comme ça. On pose la figurine du compagnon dessus, et puis on dirige le compagnon à son jeton, vous verrez son jeton qui va servir sur l'horlogium ici, l'horlogium, excusez-moi. Et donc voilà, en fait c'est pour simplifier la façon de jouer. Mais bon, moi en tout cas, jouer 4 héros, c'est vraiment pas compliqué. De mon point de vue, bien entendu, ça se fait tout à fait confortablement. Donc, ceci dit, on passe maintenant aux héros. Les héros, en fait, ils ont chacun des aptitudes. Donc, on va démarrer ici. Ça, ce sont leurs points de temps, enfin leurs points d'action, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, 5 points d'action. Vous allez voir, il y a un symbole ici d'une horloge, c'est l'horlogium. Alors, on va décaler ça comme ça. Voilà. Ici. Ça, c'est les points de temps. Les points d'action, 5. Ici, alors, bien sûr, j'ai oublié ce que c'est ça. C'est pas possible. Je crois que c'est la dextérité, je crois. Non, attendez, bon, allez, on va aller chercher. Voilà, il faut pas aller bien loin pour chercher, hein, parce que le jeu vient avec un manuel ici, qui est indépendant des autres livrets de règles et d'aventures ou autres. Donc ça, c'est le manuel, c'est un petit résumé des points clés du jeu, hein, d'accord? Donc à la fin de celui-ci, on retrouve tous les symboles. Voilà.
Donc on a la rapidité, voilà, c'est ça, qui en fait représente le nombre d'actions qu'on peut faire, et puis l'initiative. Hein. Ensuite ici on a la dextérité, on a le physique, l'esprit et la santé. Donc on retrouve ces symboles sur le plateau de héros ici. Au passage, le plateau de héros, vous voyez, c'est un truc qui s'ouvre comme ça, là, et puis dans lequel on vient glisser la fiche de héros. Hop, et ça fait un plateau double couche. Donc voilà, on a ici les symboles. Alors, jusqu'à présent, les héros que j'ai vus, ils ont la même rapidité et puis les mêmes points de vie. Ce sont ces trois caractéristiques-là qui changent, dextérité, physique et esprit. Voilà. Ici ensuite, nous avons les points héroïques, hein, que les héros vont pouvoir acquérir pendant le jeu en fonction de leurs compétences et qui va leur permettre de déclencher des compétences aussi. Ces compétences déclenchées, la plupart du temps, c'est une seule fois par mission. Voilà. Il y a tout un fonctionnement assez spécial, on va pas rentrer dans le détail ici. Ici, nous avons la photo. Ces points de couleur, là, ce sont les compétences. Vous voyez que ça se retrouve ici, qu'on peut enclencher, qu'on peut choisir en début de mission. On peut choisir maximum 5 compétences en début de mission. Donc voilà, on peut avoir une seule compétence à point rouge, une seule bleue, une seule violette et 2 vertes. Ça, c'est au niveau de base de Sophia qui est une racaille. Vous voyez qu'elle a la possibilité d'en avoir ici plus de 2 rouges. Voilà. Mais là, quand elle démarre, elle ne pourra en sélectionner qu'une. Au début de l'aventure, notre héros ou héroïne démarre sans compétence car elle n'en a pas acquéri. Quand elle va en acquérir une, eh bien, avant la mission, pour choisir telle ou telle compétence avec laquelle on va jouer notre mission, on mettra ici un pion. Voilà. Ça, c'est quand elle sera escroc ou tueuse. C'est son évolution. C'est les 2 branches qu'elle va pouvoir choisir lors de son évolution, escroc ou tueuse. Voilà, en gros, ce qu'est une fiche de héros. C'est pas bien compliqué. Alors, avec ceci, pour s'y retrouver, chaque héros arrive avec des fiches comme ça, cartonnées. Voilà. Donc ça, c'est le descriptif des compétences que peut posséder Sophia quand elle est racaille. Donc ici, si on prend le temps de 2 minutes, on voit qu'on retrouve tir dirigé, avec l'explicatif ici. Voilà, cette loupe crochetage de serrure qu'on retrouve ici, c'est un mot-clé. Donc ça peut être demandé pour différents tests. À partir du moment où on choisit une compétence inscrite ici, en mettant un cube là, comme ça, eh bien on possède le mot-clé. Voilà, si on n'a pas mis de cube ici, on ne possède pas ce mot-clé. Donc voilà, chaque héros vient avec une fiche comme ceci, descriptive des compétences, et ensuite on a ici le descriptif de sa compétence héroïque en tant que racaille, d'accord? Donc ici c'est une passive, dépenser un point de pouvoir, et gagner un point de pouvoir chaque fois que vous infligez au moins un dégât à un ennemi. Voilà, et ensuite on vous décrit ce qu'on peut faire avec ces points de pouvoir. Donc 4 points de pouvoir plus un temps, donc un point d'action, amélioration, réaliser cette attaque une seconde fois en choisissant une cible différente. Cette attaque, c'est-à-dire l'attaque qu'elle possède, avec l'arme qu'elle possède. Voilà. Donc, tous ont des compétences différentes qui sont quand même assez liées à leur statut ici. Pour elle. Ensuite, là, ça, c'est sa première fiche. Lors de son choix d'évolution, vous verrez qu'on peut évoluer. Je ne rentre pas trop dans les détails, j'essaye de faire vite, mais c'est pour un peu vous schématiser la progression du personnage. Eh bien, elle va pouvoir choisir entre tueuse, ici, qui lui offre d'autres compétences, et ensuite, elle va pouvoir choisir escroc. Voilà, donc c'est un choix qui sera fait, qui sera définitif dans la campagne. Soit elle se dirige vers escroc, ou soit tueuse. Ça, c'est à elle, c'est au joueur de choisir. Ensuite, en fonction de ceci, eh bien, elle va débloquer une autre fiche de compétences. Voilà. Il faut savoir que les compétences de base, ici, de sa carrière, racaille, seront toujours actives. Mettons, Sophia choisit escroc, hein, elle spécialise dans l'escroquerie, eh bien, sa nouvelle compétence héroïque va masquer ici l'ancienne, comme ça, mais toutes les compétences qu'elle aura acquises en tant qu'escroc seront valides et toutes les compétences de base seront valides également. Donc elle pourra choisir de les utiliser à condition que lors d'une phase de repos, elle les ait acquéries. Car vous voyez ici, vous avez ce symbole-là. Ça, c'est des points d'expérience.
Donc en fin de mission, en général, les héros gagnent des points d'expérience. Tous les héros gagnent des points d'expérience. On peut les dépenser en phase de repos, donc pour acquérir des compétences. Voilà, ou monter de niveau ici en passant escroc ou alors tueuse pour elle. D'accord? Et donc ça, c'est sa nouvelle compétence héroïque. Voilà, avec le passif et puis tout ce que ça apporte. Voilà, en gros, la progression des héros tout le long de la campagne. Ça se fait pas comme ça, hein, ça se fait pas comme ça, je vous le dis, mais voilà, c'est intéressant car il y a des prérequis pour pouvoir choisir une carrière. Donc ces prérequis ils seront définis, vous le verrez au fur et à mesure quand vous jouerez, car chaque héros, et là on continue sur Sophia, vient avec des cartes comme ceci. Non, ça c'est pas celle-ci, c'est des cartes destinées. Donc en gros, il nous faut accomplir notre destinée pour pouvoir monter. D'accord? Donc ça c'est destiné 1 Sophia en tant que racaille ici. Là, nous avons destiné 2 Sophia en tant que racaille. Là, destiné 3 Sophia en tant qu'escroc, tueuse. Donc ceci, moi, de ce que j'en ai vu, pour par exemple la destinée 1, on l'acquiert en faisant voilà, une mission. Et ensuite, il y a des prérequis pour la remplir, cette destinée. On va prendre celle-ci. Là, par exemple, vous avez toujours, ça c'est un fluff, vous avez toujours été considéré comme le mouton noir de la famille. Votre frère Valerio a été contraint de vous tirer d'innombrables situations. Objectif, si vous infligez au moins 10 dégâts au terme d'une mission lors de la prochaine phase de repos, lisez le livre A. Voilà, et là on a le chapitre du livre à lire. Car dans ce jeu, il y a de la narration qui se fait un peu comme un livre dont vous êtes le héros. On a donc ce classeur qui vient avec le jeu. C'est du costaud, franchement, j'ai été surpris de la qualité. Et puis ici, Ligue de Cambrai, voilà, on a des numéros, alors bon, je ne vous montre pas tout, voilà, comme ça, qu'on vient lire au fur et à mesure de notre aventure, quand la mission nous renvoie à tel ou tel numéro. Il y a de quoi faire, il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Donc, quand on remplit une destinée, eh bien, on va acquérir, je ne sais pas, vous verrez bien, on va acquérir des choses, sans doute, et puis on va avancer dans notre carrière. Ensuite, chaque héros vient avec, donc ça, c'est les cartes destinées, vient avec des équipements avancés liés à sa carrière. Donc voilà, Sophia en tant que tueuse peut récupérer cet équipement. Obtenez cet équipement grâce aux cartes de la destinée. Voilà. Là, obtenez cet équipement lorsque vous devenez escroc. Là, c'est grâce à lorsque vous devenez tueuse. Ici, grâce aux cartes de la destinée, vous voyez. Et ensuite, il y a 2 équipements qui peuvent être fabriqués chez l'artisan lors d'une phase de repos en réunissant ici ces ingrédients. Alors ça porte le nom de réactif. Voilà, donc il faut réunir ces ingrédients-là, plus un or, et on peut ainsi fabriquer l'équipement avancé qui est au dos. Voilà. Ça se passe pendant la phase de repos. C'est propre à chaque héros a les siens. Il y a d'autres équipements dans le jeu hein, qui sont symbolisés par des cartes. Je vous en montre, regardez, hop, voilà, on a un joli tas d'équipements ici, voilà, qui pareil, peuvent être fabriqués, voilà, à l'aide de réactifs ici, 3 soufres, une mandragore et un métal, pour faire une machine à vapeur. Tout ceci peut être fabriqué en se rendant chez l'artisan si il est présent lors d'une phase de repos dans un village ou une ville. Voilà en gros comment ça se passe du côté des héros. C'est franchement très simple à gérer, c'est très explicite, il n'y a pas la peine de se prendre, c'est pas trop fouillis, voilà, moi j'aime bien, c'est assez clair. Alors quand même, avant que j'oublie, il y a aussi quand même de l'équipement de départ, bien entendu. Ce sont ces 3 cartes, chaque héros a 3 cartes, équipement de départ, Sophia, racaille. Donc ceux-ci, on les prend en début de partie, hein, et puis en début, moi, lors de la première mission, et puis ben, on va essayer de faire avec, on se familiarise avec les icônes, bien entendu, parce que ça c'est, c'est un petit coup à prendre, une fois qu'on les a comprises, ça va. Par exemple, celle-ci qui est tout à fait bizarre, ça c'est la valeur de zone.
de détection des ennemis. Avant de cibler un ennemi, il va d'abord voir s'il a des héros dans sa zone de ciblage. Et ensuite, il va cibler un héros particulier en fonction d'un schéma d'IA qui est très simple à suivre, hein, qui est dans le manuel. À la fin du manuel, vous avez ici, voilà, hein, en fonction des conditions, ce que va le comportement du héros, de l'IA, hein, du jeu. Voilà. Hein, c'est très simple à gérer, je vous le garantis, hein, vraiment. C'est pas prise de tête, hein, quand on a compris, vraiment, on se pose plus trop de questions, quoi. Ça va tout seul. Ensuite, le héros vient avec ici un Périlium qui va en fait marquer sa dangerosité auprès des ennemis. Plus, en gros, on inflige de dégâts, plus on va monter sur ce Périlium qui va très haut. Regardez, on peut monter jusqu'à 15 de péril. Donc là, on est quelqu'un de très, 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 très dangereux. En gros, ça va surtout aider au ciblage des ennemis. Hein. Les ennemis vont toujours essayer de cibler en premier temps, sauf indication contraire, celui qui est le plus, qui fait le plus de ravages dans leur rang, quoi. C'est tout à fait normal. Alors ça aussi, c'est là pour simplifier l'IA. C'est très bien pensé. Il fallait, c'est tout simple, mais juste cette petite idée là pour faciliter la gestion de l'IA est très très intéressante. Donc en gros, celui qui fait le plus de dégâts et le plus de mal aux ennemis va être la cible privilégiée de la plupart des ennemis. Ensuite, un héros vient avec un jeton comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un marqueur de héros. C'est très intéressant. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à se positionner sur l'horlogium ici présent, qui est encore au même type que le Périlium, une idée qui vient vraiment faciliter également le déroulement là du tour de jeu. En gros, en début de mission, on va nous dire vos héros démarrent sur tel ou tel signe astrologique ici. Voilà. Donc, c'est là qu'on positionnera nos héros. Voilà. Ensuite, quand l'aiguille des minutes ici indiquée va se placer, va arriver sur le quart où il y a des jetons d'activation, eh bien, tous les jetons d'activation ici vont devoir être activés, c'est-à-dire on va faire jouer nos héros en fonction de ceux qui sont dans le quart. Une fois que nos héros auront joué, on va avancer jusqu'à ce que l'aiguille des minutes rencontre d'autres jetons comme ça d'activation. Alors, il faut quand même dire que les ennemis ont leurs propres jetons aussi et vont venir s'intercaler sur ces jetons en fonction de leur déjà en début de mission. On va nous dire où les positionner, puis quand ils arriveront, ils vont se positionner en fonction de leur initiative, ou alors on nous dira où les mettre sur l'horlogium. Voilà. Donc voilà, quand un héros aura joué, bim, ce sera aux ennemis de jouer, en fonction de leur initiative, un tel va s'activer avant un tel. Si par exemple il arrivait qu'un héros soit sur le même quartier que des ennemis, eh bien ce sont les ennemis qui s'engagent avant les héros. Vous verrez que ce principe-là vraiment aide beaucoup à la clarté du jeu et revêt à un moment donné un aspect tactique. Ouais. Parce que quand un héros va faire une action, il va payer un coût de temps, de points d'action. Un héros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, démarre avec 5. Moi, je n'ai pas vu d'autres statistiques pour les héros. Donc 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 5 points d'action et qu'il peut se déplacer un maximum jusqu'à 5 quartiers ici de l'horlogium. Donc c'est quoi par exemple? Quand un héros veut se déplacer d'une case, tiens, prenons ici Sophia, elle veut se déplacer d'une case, elle va faire 1 et donc elle va faire 1 ici. Tout simplement, il lui en reste 4. Elle va décider de taper, on va prendre son arme ici, on va regarder son arme là. Ici, c'est le symbole de temps, donc de point d'action que ça lui coûte d'utiliser son arme là. Je rentre pas dans les trucs, mais bon, pour ceux qui sont habitués, voilà, ça utilise la dextérité. Ça peut cibler de 1 à 4 cases et ça ne cible qu'un seul individu adverse. Quand c'est noir comme ça, le bonhomme, c'est adverse. Ça, c'est des bonus qui peuvent s'enclencher en fonction des dés. Mortel, lune, car les dés ont des icônes en plus des chiffres. Voilà, le 1 par exemple a une lune. Voilà. Donc là, ça ferait mortel. Très bien. Donc, elle va décider de taper. 3 temps. OK. 1, 2, 3. Ici.
Très bien, elle tire, voilà, super, c'est génial, elle a fait 1, 2, 3, 4 temps. Si elle n'a plus rien envie de faire, elle peut s'arrêter là, et c'est au suivant qui était dans ce quartier, ou alors s'il n'y avait personne, l'horlogium avance jusqu'à trouver d'autres jetons d'activation, et puis ça va jouer comme ça. Voilà. Les ennemis, eux, quand ils s'activent, ils ont sur leur fiche d'ennemis, je n'en ai pas gardé sur le côté pour vous montrer, j'étais sûr d'en avoir gardé. Hop, tiens, on va prendre celui-là. Voilà, on a une fiche d'ennemi ici, avec les caractéristiques pareilles de temps. Allez, ça y est, j'ai oublié déjà. J'ai oublié ce que c'est ça. Ça, c'est la... Oui. Ça, c'est leur force de défense, leur force d'esprit de défense, leur vitalité ici, leur arme. Et ici, c'est leur zone. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de s'activer, un ennemi va voir s'il a des héros dans sa zone. Eh bien, ça, c'est cette case. Voilà, cette case. Donc, lui... Pour reprendre, quand il va s'activer, on va regarder son horlogium ici. Il a 4 cases. L'ennemi, lui, par contre, il fait direct 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça y est. Ça, c'est certain, il aura joué. Et ensuite, on va voir en fonction de l'IA ce qu'il va faire pour 4 temps. Voilà, ce qu'il va pouvoir faire. Donc, il peut tirer ici pour 3 temps. Il peut se déplacer pour 1. Ça va être en fonction de ses priorités. D'accord ? Donc là, je ne rentre pas plus dans la descriptif de la carte. C'est pour vous expliquer un peu comment ça marche. Par exemple, sur l'horlogium, il y a un twist. Admettons que ici, nous ayons Sophia qui soit là, elle décide juste de... Non, on va la mettre un peu plus loin de manière... Voilà, ici. Elle décide juste de tirer, donc elle fait 3, 1, 2, 3... Impeccable, elle dit non mais moi j'ai pas besoin de me déplacer, super, j'arrête là. Non, tu peux pas arrêter là, parce que le jeu fait en sorte que on ne puisse pas... Par exemple, moi c'est ce que j'ai compris, taper 2 fois sur le même adversaire, les 2 tours consécutivement, en étant toujours avant l'adversaire. Donc si Sophia est ici, elle vient de tirer 1, 2, 3, elle s'arrête là, elle dit j'arrête, et bien là, elle est obligée de faire une action d'attente, obligée, et de dépenser autant de temps qu'il lui reste pour rejoindre ou dépasser un jeton ennemi. Donc là, en l'occurrence, elle a fait 3, 1, 2, 3, il lui reste 2 temps, elle va être obligée de dépenser ces 2 temps derniers pour arriver au moins à hauteur d'un ennemi sur l'horlogium. Voilà. Ce qui permet un peu d'équilibrer, et ça, c'est très bien. Il n'aurait pas fait ça, le jeu aurait été déséquilibré. Voilà, ça c'est des petits twists. Alors, donc sur l'horlogium, nous avons, comme je vous l'ai dit, une aiguille des minutes, ici, hein, donc vous avez vu que c'est de 1h à 12h, et nous avons ici l'aiguille des heures. Alors il sera spécifié, en début de partie, tout le temps, de démarrer à telle ou telle heure. Voilà, tout simplement. Donc on peut nous dire, vous démarrez à 5h30, donc on met 5h ici, là, et puis on met la demi en bas, hein, vous voyez, là, 5h30. Voilà. Et puis on démarre comme ça. Et à chaque fois que l'aiguille des minutes va passer 12 ici, on va avancer d'1 heure ici sur l'horlogium quand on va jouer. Alors pour le moment, je n'ai pas eu, moi d'après ce que j'ai joué, je n'ai pas eu de conséquences. Mais forcément, il va y avoir des conséquences à un moment donné. Sinon, on ne nous dirait pas d'en tenir compte. Hein. À chaque fois qu'on fait le tour, on ne nous dirait pas d'avancer 1 heure. C'est, je pense, le timer également du jeu, ça. Donc cet horlogium-là est quand même une source très importante de gameplay dans le jeu et une chose très très bien trouvée et très bien amenée. Donc ensuite, une fois qu'on a regardé ça, on va faire quoi? On va parler des déplacements. Les déplacements, les attaques et tout ça, c'est pas compliqué. On ne peut se déplacer à ce jeu qu'orthogonalement. Voilà, tout simplement. Jamais en diagonale. C'est pas compliqué, au moins ça simplifie les choses. On est à ce jeu adjacent uniquement que lorsqu'on est orthogonalement adjacent ici, jamais en diagonale. Voilà. Il y a un système de ligne de vue qui est très simple. En fonction, vous avez vu qu'il y a des objets qui sont jolis. Ça, c'est une très très bonne idée. Ça rajoute énormément au jeu, je trouve, au paysage qui nous environne. Donc, il y a un système de ligne de vue. À partir du moment où on peut tracer une ligne droite sans avoir d'obstacle entre le centre, ici, d'une face, d'où se situe une figurine, jusqu'au centre de notre cible, eh bien, on a une ligne de vue. Si on a assez de distance sur notre arme ou sur notre sort pour pouvoir atteindre, on peut tirer. Voilà. Il y a des éléments bloquants tels qu'un arbre. Si un arbre se trouve ici, eh bien là, j'ai beau essayer de faire, je vais pas arriver peut-être en partant de là, même pas, puisque là,
Ouais, non, j'y arriverai pas. Bon, enfin, bon, voilà. Un arbre est un élément qui bloque la ligne de vue. Une maison est un élément qui bloque la ligne de vue. Une tour comme, hop là, hein, voilà, comme vous avez ici, est un élément qui bloque la ligne de vue. Hein, tout simplement. Après, il y a des idées de taille, des arbres sont gigantesques ou grands. Les buissons, eux, ne bloquent pas la ligne de vue, ils sont juste encombrants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer. Voilà, ils sont encombrants, ils nous embêtent. L'arbre, bien entendu, est encombrant aussi. Le bâtiment est encombrant également. Il y a aussi la possibilité de venir monter sur des bâtiments, ça c'est très intéressant. Il y a des personnages comme Sophia d'ailleurs qui a un grappin ici je crois, ou quelque chose comme ça. Attendez voir, Noël, c'est ça. Un grappin qui lui permet de monter, escalader 1, ça veut dire qu'elle peut escalader au niveau au-dessus. Une maison est au niveau juste au-dessus du niveau 0 ici. Donc voilà, elle a la possibilité d'escalader. Ça demande 2 temps, hein, donc sur l'horlogium, tac, tac, on déplace 2 fois son jeton et on peut être sur un bâtiment. Alors, être sur un bâtiment ou sur une hauteur, en soi, ça n'apporte pas de dégâts supplémentaires sur une cible qui serait au-dessous. Par contre, ce que ça amène, si on met ici un ennemi qui est ici, Sophia qui est là, elle peut tirer ici, lui aussi, hein, s'il a une attaque à distance, il peut tirer dessus, il n'y a pas de souci. Mais si Sophia tire pendant son tour sur celui-ci et qu'elle se recule là, lui ne pourra plus la cibler. À partir du moment où il y a une case vide sur un toit, hein, entre le héros et le bord du toit, eh bien, elle ne peut pas être ciblée, mais elle aussi ne peut pas cibler en bas. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais vous verrez que tactiquement, c'est assez intéressant de le jouer. Voilà, en gros, ça c'est pour les... ouais, j'essaye de ne pas oublier, j'essaye de ne pas trop m'attarder, mais de ne pas oublier grand chose. Ça, c'est un peu pour la mobilité et les attaques, hein, donc adjacentes, c'est jamais en diagonale, c'est toujours ici. Il y a des attaques de réaction, si on veut, si un héros se déplace sur une case, là, mettons, là, je suis en tête à tête avec celui-ci, ben, j'ai peur, je me recule, ben, avant de me reculer, celui-ci va me faire une attaque, hein, c'est une réaction pour un déplacement adjacent. Un ennemi, lui, ne subit pas d'attaque de réaction en cas de déplacement d'adjacence. Voilà, en gros, allez, c'est bon, on va pas s'étaler plus, j'espère pouvoir vous faire une partie, quoique je suis en réflexion là-dessus, parce que vous allez voir après que j'ai peur de vous dévoiler des choses. Donc, bon, je vous ai parlé de cartes réaction, de cartes réactives tout à l'heure. Eh bien, nous les avons ici. Donc, nous avons des cartes pécunia. Comment est-ce que ça se gagne les cartes réactives? Donc, ça se gagne en tuant les adversaires. On n'a pas de loot à proprement dit dans ce jeu, hein, d'accord? On n'a pas on va pas fouiller. On fouille pas. Non, c'est comme ça. On gagne des réactifs uniquement que lorsque on tue des ennemis, de ce que j'en ai vu pour le moment. Donc on a l'alchimia, la pécunia et l'élémentum. Donc cela, ce sont différents ingrédients, moi je dis ça comme ça. Hein. Voilà, soufre, mercure super bien mélangé, Realgar, mercure, ainsi de suite, qui vont nous permettre ces deux ingrédients là, notamment ici, de pouvoir aller fabriquer des équipements quand on sera chez l'artisan. D'accord? Et ça, c'est assez précieux. Il y a une façon de jouer le butin, hein, donc les réactifs deviennent du butin quand on le récolte. Ici, nous avons pécunia, ben, vous doutez bien que c'est des choses qui vont nous amener de l'argent et des métaux assez rares, hein, mais c'est assez intéressant aussi. Donc, il y a une façon de fonctionner qui est intéressante, c'est-à-dire que, bon, ben, moi, je vais aller tuer un ennemi, la Sophia, hop, bim, terminé. On va aller directement au bas de la carte de l'ennemi que vient de tuer, on va regarder ce qui est écrit ici. Ici, nous avons un 2, symbole pécunia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du moment qu'on a tué cet ennemi, en commun, c'est un jeu coopératif, hein, on va mettre de côté 2 cartes, ici, face cachée, on les regarde pas. C'est bien ça. On les regarde pas. 2 pécunia comme indiqué ici. D'accord? Et puis on continue à jouer. Et puis on va tuer un autre. Bon, mettons, mais un elementum et un alchimia. Voilà, ici. Et ainsi de suite. En jouant, on va constituer un paquet de différentes cartes comme ça. On va arriver à la fin de la mission. On ne les regarde toujours pas. Hein? Il y a des possibilités, vous verrez que certains héros ont des compétences pour en gagner plus, pour aller en chercher dans le butin, bref, le butin se constitue comme ça. Et à la fin de la mission,
pour telle ou telle raison, en fonction de si on a réussi tel objectif, pas, ou on va nous dire, vous prenez 2 cartes, ou alors vous prenez la moitié du paquet, ou alors vous prenez telle ou telle carte. On n'est pas sûr de pouvoir récupérer tout le butin, d'accord? On le regarde pas, par exemple, on nous dit, vous prenez la moitié du butin, donc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh bien on sait qu'on a droit à 4 cartes, on ne les regarde toujours pas, et on va choisir qu'est-ce qu'on veut, Elementum, Alchemia, voilà, bah, moi je me dis, je veux du pognon quand même, je vais en prendre 3 de pognon, sans les regarder, et puis je vais prendre un peu d'ingrédients alchimiques, parce que je sais que j'ai un équipement qui m'intéresse, il me faut absolument tel ou tel ingrédient, et à ce moment-là, une fois qu'on a choisi, on prend les ingrédients comme ça, on les regarde et on voit ce qu'on a gagné. Et une fois qu'on a vu ce qu'on avait gagné, eh ben on va prendre une fiche, et oui, qui est contenue dans le livret de règles. Vous pouvez en faire je crois moi j'en ai fait la photocopie directement, je me suis pas embêté. Et donc voilà, et là on va noter ce qu'on a récupéré, tout simplement. Donc moi je le mets, attendez, non c'est pas inventaire, hein. Si, c'est bien, ouais. Ah oui, je crois. Ah oui, voilà, non. Donc on met ici, voilà, trésor. On va mettre combien on a de belladone, combien de cuir, voilà. Hein, voilà. Là, on a la possibilité d'en acheter chez les marchands, on a le coût ici, et de les vendre au coût inscrit ici. Voilà, les florins qu'on aura gagnés, de l'or, du métal, l'argent. On va noter ce qu'on vient de remporter ici, la mission, on le note. Très bien, on est content. Et ensuite, on va les redistribuer dans l'état ici. Les cartes qu'on avait récupérées, les cartes de butin, à la fin de la mission, et puis écoutez, on les mélangera et on repartira pour une nouvelle mission avec ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime aussi, vous voyez, on ne sait pas réellement ce qu'on gagne au fur et à mesure de notre avancée pendant la mission. C'est encore un bon petit truc. J'aime bien, ce jeu amène quand même quelques petits changements dans les dungeon crawl, à voir en jouant ce que ça donne réellement. Moi j'ai fait quelques parties, je me suis amusé à refaire la même et tout. Bon, au bout d'un moment, je la connais la mission, mais bon, c'est la première, toute première, comment ils appellent ça, le test, parce que dans ce jeu, hop là, ici on a voilà un tutoriel. Le jeu vient avec un tutoriel en plus du livret de règles et du manuel, voilà, où on nous apprend à jouer tranquillement, on nous fait un petit historique, voilà, le reflet est malheureux, voilà, hein, d'accord, les crédits, tout ça, puis on nous lance sur une partie en nous expliquant vraiment les bases minimum du jeu, et puis en nous demandant, lorsqu'il y a des écritures en rouge comme ça, d'aller vérifier dans le livre de règles de plus amples informations. Donc ça permet d'apprendre à jouer tout en jouant directement, en ayant le contact avec le matos. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de jeux qui le font. Ce principe, j'aime bien, moi. J'aime bien. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Mais ça, c'est tout à fait normal. À force de parler, on oublie ce qu'on veut dire. Oui, bon, tant pis. On va continuer là-dessus. Donc, vous voyez qu'on a une fiche de campagne, une feuille de campagne avec un trésor. Donc, tout est commun, hein, d'accord? Il y a les inventaires, on peut mettre en fonction des héros ce qu'ils ont à eux. Parce que ça, c'est aussi important. On a quand même des choses qui ne nous appartiennent qu'à nous. Là, on a des réussites. Alors, des réussites, ce sont des cartes à part aussi, qui interviennent pendant l'émission en fonction de telle ou telle chose. Alors, ça s'appelle réussite, mais je crois que ça ne veut pas forcément dire qu'on a réussi quelque chose. On le prend, on nous dit, prenez la carte réussite un tel, et puis, on ne sait pas à quoi ça correspond. Alors, on va la garder. Tant qu'on n'y refait pas appel pendant qu'on joue de mission en mission, on la garde. On la garde. Alors parfois elles sont nominatives, enfin nominatives non, elles sont personnelles à un héros, parfois, et c'est inscrit de toute façon sur les cartes, parfois elles seront pour le groupe, et parfois on nous dira juste par une icône comme ceci, voilà, là hop, allez, là, voilà, de défausser cette carte en fin de mission. Donc voilà, ça, c'est les cartes réussites qu'on va noter. On ne sait pas réellement ce que ça va nous amener. On a des missions de chasse, je vous en ai parlé dans l'introduction, à faire. Donc là, on marquera les missions de chasse qu'on a rencontrées mais qu'on n'a pas accomplies. Là, les quêtes annexes, c'est pareil, à savoir qu'on ne peut pas en avoir plus de 3. Hein. Voilà.
Donc ça, c'est les missions de campagne qu'on aura accomplies, le repos, ville, village. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et voilà, ben là, on a les différents joueurs qui vont participer à la campagne, hein, donc le héros, le joueur, la classe avancée choisie, s'il y en a une. Des liens, ça, je me rappelle plus ce que c'est, mais bon, je ne vais pas tout vous dire. Les réussites qu'on aura accomplies, les réussites personnelles au héros. Voilà. Les blessures subies, car oui, on se fait blesser, en effet, mais il y a aussi les cartes blessures qui viennent encore plus nous embêter, qui seront très dures à soigner si on n'y fait pas gaffe. Voilà, ce sont des cartes qu'on va se trimballer un peu à la Némésis. Ensuite, ici, ben, l'expérience, les cartes destinées qu'on aura accomplies, les améliorations qu'on aura choisies, car vous verrez qu'il est possible d'augmenter nos caractéristiques. Et ensuite, caractéristiques de départ, hein, j'entends parce que j'avais du mal pas la rapidité, non, j'ai pas vu qu'on pouvait augmenter la rapidité, mais à voir quand même, hein, parce que je vois une icône ici, là, donc une icône de temps, donc je sais pas, à voir. La dextérité, le physique, l'esprit et la santé, vous voyez ces icônes-là. Et ensuite, les compétences qu'on aura acquéries avec l'XP qu'elle nous aura coûté. Car il est tout à fait possible, en faisant la rencontre de quelqu'un dans un village ou une ville, de pouvoir réinitialiser ses compétences. C'est pas figé. C'est très très intéressant. Et donc de récupérer les points d'XP. Sauf ceux qui nous auront permis de choisir une classe. On peut pas rechoisir une autre classe, hein. On peut changer de compétence, mais on peut pas rechoisir une autre classe de carrière. Voilà en gros une fiche de campagne pour suivre notre épopée, notre aventure au travers de l'Italie, finalement, de l'Italie. On a donc aussi quand même des cartes, des missions, donc des enveloppes, dans laquelle on va, au tout début du jeu, il nous est conseillé, vous verrez, de préparer toutes les enveloppes. Alors c'est bien parce que on ne se fait pas spoiler, parce que regardez, je vais vous montrer les cartes, en fait, elles sont comme ceci. Hop, voilà, tout simplement. Hein. Alors, si on veut se spoiler, on retourne le dos de la carte et on ne viendra pas se plaindre. Parce que c'est dit maintes et maintes fois qu'il ne faut pas les regarder. Donc ça, c'est par exemple pour la mission 0-0 prologue. Voilà. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes qui vont être interactives entre elles, qui vont nous envoyer dans le livre, dans le classeur que je vous ai montré tout à l'heure, pour lire des histoires et des accomplissements qu'on a fait, hein, voilà, qui vont aussi nous donner la possibilité de jouer dessus. Parce que, à ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que on peut rentrer dans les bâtiments. Ils ne sont pas là qu'en décor. Et quand on rentre dans un bâtiment, eh bien, ici, vous voyez, par exemple, on a ce style de décor. Je vous masque. Ce que vous ne devez voir. On a ce style de décor où les héros vont pouvoir poser leurs figurines et interagir avec différents points de ce décor. C'est intéressant, n'est-ce pas? Eh oui, c'est intéressant. Donc, en fonction de leur interaction, eh bien, il y aura un texte à lire qui est dans le classeur, forcément. Et réussite, pas réussite, eh ça peut amener d'autres choses. Il y a également, comme je vous montre ici vite fait, la mise en place d'une mission. Voilà. Quelle tuile utiliser, tel bâtiment, des arbres, pas des arbres, quel ennemi, tout ça. Voilà, c'était, hop, là, voilà, ici. Donc, voilà comment se constitue ce jeu, hein. Je vous en ai un peu parlé vaguement, mais c'est bien, je vous ai déjà dit comment il se composait, donc la campagne, comment ça se passait, les missions, comment est-ce qu'elles se passaient. Il y a encore pas mal de petites choses à vous dire, mais je vais pas m'attarder dessus. Je vais voir normalement, j'ai envie quand même, mais là je mettrai un gros spoil, de jouer avec vous, non pas le tutoriel, mais le prologue, ici, la 0-0. À voir comment je vais me débrouiller pour ne pas trop vous spoiler. Parce que ça commence là, l'aventure, hein, d'accord? On est obligé de la faire. Donc, en tout cas, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, voilà, c'était une vidéo que je voulais vous faire tranquillement pour vous présenter ce jeu qui vient d'arriver pour moi, enfin, il y a quelques semaines, mais que je n'avais pas ouvert avant et que j'ai ouvert. Une petite chose, le livret de règles. Hein. Le livret de règles, en soi, ils ont fait du travail, il n'y a pas de problème. Il est, regardez-moi ça. Il est assez bien fait, il est d'une bonne matière, assez épais. Alors, le truc c'est que
franchement, il est bien fait, mais il n'obtiendrait pas, par exemple, la 10 sur 10 sur mon classement des livrets de règles. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dommage. Ils ont fait, au début, comme ça, un index super. Alors, vraiment nickel. Par contre, le problème de ces trucs-là, c'est que les infos dans le livret de règles sont quand même disséminées à droite et à gauche. Et c'est vraiment regrettable. On nous renvoie souvent sur alors j'essaye de vous voir, sur des points importants. Voilà. Ici, par exemple, on va nous parler des cartes proies, blablabla, blablabla. Et à la fin du sujet carte proie, on nous met sujet associé, attaque de réaction, activation des figurines, action, carte d'événement, là, il nous faut aller retourner dans l'index, essayer de trouver ce dont on nous parle et qu'on ne trouve pas forcément, par exemple, carte, moi je vais à C, quoi. Donc c'est point de carte. C'est pas assez qu'on trouve les cartes. Donc c'est dans carte truc, ça va être dans telle ou telle chose. Ils auraient mieux fait, et c'est juste ça, quoi. Ici, on met carte événement, page, truc, point barre. Voilà. C'était réglé. C'était réglé. Ah, bah, tiens, je veux en savoir plus sur les cartes événements, je vais page 38. Ah, ben, page 38. Et on va chercher page 38. Voilà. Et ça aurait été vraiment plus simple ils ont, pas plus simple, ça aurait terminé leur livret de règles qui est quand même, je vous le dis sincèrement, très, très bien fait. Mais ce petit point-là ne lui octroie pas la note de 10 sur mon classement, donc il est à 7,5. Ah oui, j'enlève beaucoup, parce que c'est pas fini, et il manquait vraiment que ça, c'est vraiment dommage. Sinon, quand même, à part, il y a quelques petites coquilles en français, mais ça ne gêne pas beaucoup, vraiment pas, non, il faut pas jouer non plus, faut pas être méchant. Ensuite, ici, on a un livret qui introduit les stretch goals, pour ceux qui auront les stretch goals, voilà, hein. Donc là, on a toute la description des stretch goals qui vont nous arriver avec des missions annexes, également, et intéressant, que j'ai introduit, moi, dans ma campagne. Vous verrez ça. Donc, je ne vais pas vous montrer le contenu, allez, je vais vous les sortir quand même, je vais le regretter, mais, parce qu'ils sont dans la boîte, si vous voulez, hop. Alors, est-ce que je peux arriver à vous montrer ça? Attendez, je suis en train de me déplacer. Voilà. Ça y est, je vous amène. Alors, c'est rien, c'est pas lourd du tout, c'est que c'était très compliqué à attraper. Voilà. Donc là, on a toutes les enveloppes. Une enveloppe est une mission. D'accord? Donc voilà. Hein, en gros, plus ou moins épaisse. Et ça, c'est les missions de la campagne. Ok? Là-dedans, on n'a pas les missions annexes et on n'a pas les chasses. Les chasses, c'est des cartes à part. Les missions annexes, c'est des cartes à part. Voilà. Donc, pour le moment, de ce que j'ai vu du jeu, déjà, avant d'arriver à la dernière enveloppe ici, bon, il y a de quoi faire, mais les extensions, par exemple, le Hyperion que j'ai ici, hop, là, c'est une extension, à amener des enveloppes. Je sais qu'il y a d'autres extensions, hein, dans la vague 2, je me rappelle même plus si j'en ai pris, il faudra que j'aille chercher, voilà, chaque extension amène des enveloppes qui sont, ou, si ce n'est pas des enveloppes, amène des quêtes annexes, que l'on va pouvoir trouver éventuellement lors de la phase de voyage avant chaque mission. Donc, pour parler de rejouabilité, pour le moment, c'est difficile pour moi parce que c'est qu'un début. Hein, j'ai pas réellement joué à ce jeu, hein, puisque j'ai pas fait réellement 2, 3, 4 missions. Hein, mais il me semble que, mis à part changer de héros et changer de carrière, si on fait exactement les mêmes choix à chaque fois, on ne découvrira pas d'autres choses. Parce que c'est écrit, si vous voulez. Hein, il y a quand même, il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que j'ai compris que on ne verrait peut-être pas tout lors d'une mission. On ne ferait pas toutes les missions. Forcément, on peut passer de la 1 à la 3, ou je sais pas moi, de la 4 à la 6, parce que, en fonction de nos choix et de nos résultats, eh bien, voilà, qu'on ait perdu
ou gagné la mission, réussi l'objectif ou pas, la partie ne s'arrête pas, on continue, on avance. Donc forcément, ça a des incidences. Donc si on fait toujours les mêmes choix et tout, ben, on ne revivra rien de différent. C'est en prenant des choix différents que on vivra une campagne différente. Donc je pense que cette campagne, comme ça, mais encore une fois, c'est un bémol, c'est juste une estimation de ma part, j'en sais rien au final, hein, et j'aime pas trop le faire, mais bon, je vous préviens bien avant de vous le dire. Il me semble que au niveau rejouabilité, c'est peut-être une fois ou deux fois maximum. Après, non. Mais bon, en ce qui me concerne, ça ne me pose aucun problème, car déjà que je finisse une campagne complète de Nova Aetas, hein, et puis on verra bien si j'aurai le temps d'en faire une seconde. Donc je dirais que pour moi, en tant que joueur Sheridan, joueur, la rejouabilité, je pense que 2 fois ça me suffit largement. Donc pour moi, c'est suffisant. Voilà, c'est pas un critère qui m'empêchera d'apprécier ou pas ce jeu. Non, ce qui va jouer dans mon appréciation, c'est le plaisir de la surprise, hein, le plaisir de la découverte et le plaisir de jouer. Si jamais j'ai pas envie de revenir sur ce jeu et qui m'embête sur ma table, c'est que ce sera pas un jeu, ce sera une déception pour moi. Voilà, c'est ça plus qui va jouer que la rejouabilité. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'ai fait mon petit tour de table, hein, j'ai fait ma petite explication, je vous ai, j'espère, un peu dégrossi ce jeu-là, sans rentrer trop dans les détails. Eh bien, je vais voir, hein, en fonction de vos retours peut-être, parce que je vous l'explique encore une fois, ça reste assez délicat, parce que je ne sais pas si je vais vous spoiler ou pas, je ne sais pas comment je vais amener la chose. Je vais voir si je fais une partie ou pas de ce jeu. N'hésitez pas, comme d'habitude, je le dis en fin de vidéo, donc je ne sais pas si vous l'entendez. Je sais que certains vont au bout, mais bon, pas tous. N'hésitez pas à me dire, hein, si vous êtes chaud ou pas pour que je vous fasse, une partie. Et si vous avez une idée pour que je signale ça, est-ce que je mets en gros spoiler sur le truc, est-ce que je préviens vraiment en gros que je vais jouer une partie d'une campagne. Voilà. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. J'espère que j'aurai pu vous aider à y voir un peu plus clair sur le jeu Nova Aetas Renaissance. Et puis, je vous dis à très bientôt sur les commentaires et pour une nouvelle vidéo. Au revoir.